Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron à la télé? Il a été particulièrement méprisant, il a traité les gilets jaunes de foule haineuse, donc vous avez la foule haineuse, nous en faisons partie fièrement. Vous voulez... Non, il a été extrêmement condescendant, il s'est placé en donneur de leçons finalement. Et les Français ne supportent plus des leçons de quelqu'un qui, de par son parcours, a été davantage un profiteur d'un système qui aujourd'hui est complètement désuet, qui fragilise davantage les précaires, qui fragilise davantage encore le peuple français, les gens du quotidien, et qui met en mal notre objectif de justice sociale, de justice environnementale. Donc on n'a pas de leçon à recevoir d'une personne comme ça. Si, mais l'hypocrisie. Les donneurs de leçons, alors que c'est ces mêmes personnes qui vont justement diffuser la précarité, qui mettent des bâtons dans les roues aux avancées écologiques pour notre pays. Donc, vous voyez, c'est juste un peu de cohérence et puis du respect peut-être. Peut-être c'est trop demandé pour le président, mais quand même du respect, quoi. Deuxième question, l'arrestation d'Éric Drouet qui a été quand même médiatique, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est de la répression politique, que le peuple ne s'y trompe pas, il n'a rien fait, il a déposé des bougies pour soutenir les victimes qui sont par centaines et voire par milliers de la répression policière dans ces manifestations. Donc moi je trouve que c'est un scandale et on ne nous fera pas croire que c'est un agitateur, c'est quelqu'un du commun qui se bat pour ses droits et pour sa dignité, alors voilà. Moi ce que je pense de cette situation-là, c'est que effectivement, il y a eu quand même la volonté de commémorer aussi et de se souvenir aussi de toutes les victimes de ces manifestations. Mais on oublie également de citer parfois celles de la loi travail en 2016, celles qui sous François Hollande aussi ont été gazées, ont été violentées. Vous avez des personnes âgées, fragiles, qui ont été violentées aussi pendant les manifestations Gilets jaunes et d'autres mouvements. Avant l'existence des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de personnes maltraitées. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a fait des frais, a acheté beaucoup de gaz lacrymogène, beaucoup de bombes anti-émeutes. Et derrière, il y a vraiment la question des atteintes aux droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Déclaration des droits de l'homme, qui a été gravement mis à mal. Et il y a différentes alertes, notamment de l'ONU, qui met en avant les problèmes que la France présente aujourd'hui en matière de violation des droits de l'homme. Donc l'éclairage a été mis sur ça, et en ça, j'en suis très content. Éric Drouet, c'est pas le porte-parole des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui n'est pas construit de cette façon. Mais en revanche, c'est un exemple, il représente, en fait, c'est un exemple de tout ce qui se passe, parce que les arrestations, des arrestations injustifiées, abusives et démesurées, oui, lui il en a subi, mais en fait il représente derrière lui, il est là, qui cache la forêt, derrière lui il y a tous ces gilets jaunes qui tous les week-ends, qui même en semaine, qui sur les ronds-points se font arrêter par la police, se font embêter par des ordres missionnés par le ministre de l'Intérieur, et qui frappent toutes ces personnes qui en fait n'ont jamais fait face comme ça à la répression, toutes ces personnes tous ces gilets jaunes qui ont des casiers judiciaires vierges et qui aujourd'hui sont arrêtés et sont mis face à cet ordre abusif. On dirait un peu comme si on voulait censurer aujourd'hui, encore une fois on est sur les Champs-Élysées, on essaie de tronçonner la manifestation, mais qu'est-ce qui dérange en fait? Est-ce qu'on n'a pas le droit on n'a pas envie qu'on s'exprime, on n'a pas envie qu'on manifeste, on n'a pas envie qu'à l'international on voit que Emmanuel Macron, le nouveau messie du libéralisme, du néolibéralisme, on veut pas voir qu'il est contesté? Peut-être que ça dérange, alors voilà, il y a des choses qui se passent, comme Éric Drouet qui est arrêté, comme tous ces gilets jaunes qui sont arrêtés, qui vont en prison, toutes ces arrestations qu'on n'a jamais vues ça. Qu'est-ce que vous pensez du fait que certains médias titrent en gros que le mouvement est en train de s'affaiblir ? Aujourd'hui, la mobilisation est absolument massive. Alors ils ont beau jeu de dire qu'un 29 décembre 2018, la mobilisation s'affaiblit. Il n'empêche que les gens, en dépit des fêtes, en dépit du froid, en dépit de la fatigue, ils étaient dans la rue, quoi. Ils étaient sur les ronds-points. Il y en a même qui ont réveillonné sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est pas historique? Moi, un mouvement qui s'affaiblit, je ne le vois pas. Absolument massif, des rassemblements dans plusieurs endroits dans Paris.
Voilà, donc les médias, ensuite les médias qui sont contrôlés par 9 milliardaires en France, évidemment qu'ils ont aussi intérêt dans une certaine mesure à ce que la mobilisation s'affaiblisse. Donc je pense que les Français sont pas dupes, et aujourd'hui c'était une petite blague dans la manifestation de dire oui, autour de nous il y a que 150 personnes, alors que non, on voit bien, on le sait, on le voit. On tourne la tête partout, et il y avait 1000 personnes, enfin non, il y avait des milliers de personnes quoi. Donc voilà, on n'est pas dupes. Moi j'étais à Montpellier pendant les fêtes, au moment justement où les gilets jaunes tenaient encore des péages, tenaient des ronds-points, que ce soit à Montpellier Sud, que ce soit à la sortie de Bessan, que ce soit à Narbonne. Il y avait encore de la mobilisation, il y en avait beaucoup pour tenir la nuit. Entre minuit et 4 heures du matin, avec le froid qui fait malgré les fêtes, je peux vous dire que la détermination, elle est encore là. Et après, dans les médias, aucun média n'est neutre politiquement. Aucun média n'est neutre dans sa ligne éditoriale. Et c'est normal, et heureusement. La neutralité journalistique, ça ne peut exister. On peut présenter des éléments factuels, on peut les trier, on peut les classer, on peut les hiérarchiser. Mais il y a toujours derrière un filtre éditorial qui s'applique. Et dans le cas des grands médias mainstream, ce filtre... Je trouve qu'à titre personnel, il est relativement homogène. Il y a toujours la même manière de présenter les choses, de manière à essayer de poncer un petit peu les chiffres, de poncer un petit peu les effets, la mobilisation des manifestations. Et je trouve qu'en cela, le problème n'est pas la ligne éditoriale, le problème c'est le manque de mosaïque et de pluralité dans la façon de présenter l'information. Et c'est ça vraiment l'un des enjeux majeurs qui se joue aujourd'hui dans notre société, et les Gilets jaunes en sont à mon sens un excellent exemple. Toutes les semaines c'est pareil, toutes les semaines le mouvement s'essouffle. D'ailleurs en fait, je me pose même la question, pourquoi on n'est pas un... Donc toutes les semaines le mouvement s'essouffle, et tellement qu'il s'essouffle, je me demande pourquoi il n'y a pas même un nombre de manifestants négatifs, parce que à force de réduire, on se demande pourquoi en fait il y a encore des gens. Ça c'est la première question, je comprends pas trop. Et la deuxième chose, c'est quand même incroyable, parce qu'on n'a jamais vu de mouvement aussi gros depuis je sais pas combien de temps, pas qu'à Paris, parce que d'habitude c'est souvent des mouvements parisiens. Là c'est à Paris, là c'est dans les grandes villes, là c'est en province, là c'est sur les ronds-points, sur chaque rond-point. Moi je viens de la Drôme, même dans la Drôme, il y a une dizaine de ronds-points qui sont occupés, donc on n'a jamais vu de moment aussi gros, et pourtant on fait que de parler que le moment diminue, que le mouvement s'essouffle, etc. Donc évidemment c'est politique, évidemment que c'est leur intérêt de dire qu'ils s'essoufflent, donc ça m'étonne pas, quoi qu'il arrive, on pourra être des milliers, ils vont toujours dire qu'on est peu, mais ce qui compte surtout c'est le nombre, mais la détermination des gens. Je pense qu'il faut aller sur les manifestations pour voir la détermination et la conscience des gens. Ça c'est quelque chose que j'avais rarement vu, et aussi large dans toutes les classes sociales, pas de différence, femmes, hommes, d'ethnie, de sexe, d'orientation, tout. Une charte du gilet jaune qui est en train d'émerger de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est une charte en 25 points, et nous on a eu connaissance, et c'est en plusieurs chapitres, et notamment le dernier chapitre qui fait référence à la géopolitique, à la relation de la France. Venez, on va se mettre là. Voilà, c'est bon. Qui fait référence à la relation, soyez un peu massif parce que voilà. Qui fait référence à la relation de la France avec les États colonisés d'Afrique francophone. Il est notamment dit dans la charte que la France doit arrêter de mener des guerres dans les États africains, qu'elle doit arrêter de piller les ressources de ces pays, qu'elle doit arrêter le franc CFA et arrêter d'entretenir les dictateurs et rendre l'argent des États africains. Vous, dans un premier temps, quelle est votre analyse de cette charte de 25 points, et aussi qu'est-ce que vous pensez de la partie consacrée à la géopolitique africaine ? Le franc CFA, c'est un scandale absolu. C'est un élément de colonisation qui persiste et qui fait que la France et l'Union européenne s'enrichissent sur le dos des États africains, tout en leur imposant une monnaie qui est surévaluée et donc qui empêche le développement de ces États africains. Et voilà, je pense qu'il faut l'abolir, que ce serait poursuivre le processus de décolonisation. Et si les Gilets jaunes vont jusque-là dans leur pensée politique, et moi je trouve que c'est absolument formidable, et je le soutiens mais de tout mon être, quoi. Voilà. J'aurais pas dit mieux que Jeanne. Effectivement, le franc CFA, c'est une façon d'avoir encore la main sur un certain nombre d'États africains on est typiquement dans la France-Afrique. Les Gilets jaunes ont une pensée qui est
nébuleuse, qui est plurielle, et ça peut aller effectivement jusqu'à penser la place du franc CFA dans un certain nombre d'États africains. Et en cela, on aborde une question absolument fondamentale, qui est une question importante pour le futur des États africains et leur donner les clés de demain. Derrière cette question aussi, se cache aussi un autre élément qu'il va falloir régler, c'est la façon dont un certain nombre d'entreprises et de multinationales françaises investissent dans ces États de façon à s'accaparer finalement les richesses d'un pays. Je pense notamment à un exemple en particulier qui est tout à fait révélateur, qui est le groupe Bolloré, qui investit notamment en matière d'infrastructures portuaires dans ces États-là, et on achète finalement les outils logistiques, productifs, techniques de ces pays pour avoir la main mise sur leurs outils de production et leur système productif. Et en cela, c'est extrêmement grave. Et les Gilets jaunes vont jusqu'à avoir, comme le dit Jeanne, cette pensée-là, et c'est une pensée extrêmement capitale et majeure pour enfin avoir une meilleure répartition des richesses et une meilleure capacité pour ces États de se développer de façon endogène, c'est-à-dire par eux-mêmes. Je pense que la charte, je crois que vous faites allusion à la charte de Saint-Nazaire, je pense que ça représente bien le mouvement des Gilets jaunes qui au début part de quelque chose assez réducteur, la taxe sur le diesel, et puis finalement va s'élargir parce qu'on va commencer à se poser des questions sur cette taxe, et puis ensuite sur le partage des richesses, et puis ensuite comment on les fait ces richesses. Et on voit comment les Gilets jaunes, d'une petite question, ils sont passés à une remise en cause beaucoup plus générale. Et par exemple, on nous dit souvent qu'on veut se replier sur nous-mêmes parce qu'on serait contre le libéralisme économique, mais en fait, quand on veut arrêter les traités de libre-échange déséquilibrés avec les pays d'Afrique, c'est pas parce qu'on veut se fermer, c'est parce qu'on sait que si on veut leur laisser le moyen de se développer économiquement, il faut arrêter de piller leurs richesses. Et de ces petites questions, on va sur des choses beaucoup plus larges. Et par exemple, encore une fois, sur l'Afrique, la transition écologique, on dit que souvent elle est absente des Gilets jaunes, mais au contraire, elle est complètement intrinsèque à ce mouvement. Parce que, par exemple, l'uranium, qui est extrait au Nigeria, en dépit des populations. Au Niger, pardon. Aux dépens des populations. Et ben oui, nous on fait une transition écologique parce qu'on veut arrêter d'exploiter ces populations. Ces populations, elles ont leurs ressources, c'est les leurs, elles doivent se développer avec. Et nous, à notre niveau, on doit aussi investir dans la transition écologique. Et c'est pour ça que Gilets jaunes, Gilets verts et Gilets rouges, à travers les continents, on sera là tous les samedis.